Thème 2 atmosphère, hydrosphère, climat du passé à l'avenir, chapitre 3 de l'évolution récente du climat au climat de demain, deuxième partie de ce chapitre, le climat d'aujourd'hui et de demain. On a une régulation du climat par rétroaction. Je viens de dire qu'une modification d'albédo va avoir une conséquence sur le climat. Bon, on a en SVT des systèmes de rétroaction. La rétroaction désigne l'action en retour d'un système à la modification d'un paramètre. Ce mécanisme est souvent utilisé dans la cybernétique, mais en biologie, en finance, économie, physique, etc. au sens large. Vous avez une entrée, une sortie et une réaction qui va modifier l'entrée. Vous avez vu ça pour la régulation des hormones masculines et féminines en première S. Donc si la réponse du système amplifie le phénomène, on parlera de rétroaction positive. Si elle l'atténue, on parlera à l'inverse de rétroaction négative. Donc on parle plus souvent de boucle de rétroaction que de rétroaction seule. Une boucle, c'est un cycle de processus qui agissent en chaîne. Donc une boucle de rétroaction positive induit que toutes les rétroactions entre les différents chaînons conduisent à amplifier la perturbation qui modifie l'équilibre entre les chaînons. Si la boucle de rétroaction est négative, c'est qu'elle tend à atténuer la perturbation. Donc on va voir l'influence de la fonte des glaces. Problème, est-ce que la fonte de la banquise et de la calotte glaciaire dont on a parlé dans les vidéos précédentes, est-ce que cette fonte va limiter la hausse des températures? Reprenons notre albédo. En 1980, vous aviez une bonne couverture de banquise, de glaciers, etc. Une bonne surface réfléchissante, 62% de l'incidence solaire repartait et que 4% passait dans les océans sous la banquise, 34% restait dans la banquise. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique global, notre banquise fond, ce qui fait qu'on a moins de surface réfléchissante, donc on n'a plus que 37% d'incidence qui repart, 52% qui est absorbée et 11% qui sont transmis à l'eau qui est sous la banquise. Donc la diminution de la surface enneigée ou englacée, elle a pour conséquence une diminution de l'albédo global de la planète. Ces surfaces d'albédo relativement élevées sont transformées en surfaces dont l'albédo peut être nettement plus faible. Donc l'albédo étant plus faible, la part du flux solaire renvoyé vers le cosmos diminue et celle qui est absorbée par la Terre augmente, provoquant donc une augmentation de température. Et c'est un cercle vicieux, hein, vous avez dessous. Donc, qui dit réchauffement planétaire dit fonte de vastes surfaces neigeuses, dit remplacée par forêt ou océan avec un pouvoir réfléchissant plus faible, dit diminution de l'albédo terrestre, dit plus de rayons piégés, dit donc réchauffement planétaire, effet boule de neige, rétroaction positive. Maintenant, l'importance de la couverture nuageuse. Est-ce que l'augmentation de la couverture nuageuse avec le réchauffement climatique va-t-elle augmenter la température? Bon, les nuages, on en a de toutes sortes. Des jolis, des gros, des fins, des allongés, etc. Et ils ne vont pas tous avoir le même rôle face à l'albédo. La couverture nuageuse, elle va jouer un double rôle dans l'équilibre thermique terrestre. On va avoir deux sortes de nuages. Les nuages qui provoquent un réchauffement, par exemple les cirrus, ils ont un albédo très faible, une émission donc d'infrarouge faible. Du coup, si le renvoi est faible, c'est qu'ils conservent l'énergie, ils vont donc avoir un phénomène réchauffant. Les cumulus, par contre, ont un albédo fort, ils vont renvoyer moyennement les IR, et donc globalement, vu qu'ils ont un albédo fort, ils vont provoquer un refroidissement, puisqu'ils renvoient l'énergie vers l'espace. Les stratus, ils ont un albédo très fort, c'est une belle surface plate, ils ont une réémission d'infrarouge assez forte, puisqu'ils sont très fins, donc les infrarouges vont pouvoir les traverser, et donc du coup, beaucoup d'évacuation de chaleur vers l'espace, donc on a un effet très refroidissant. Donc finalement, c'est mitigé. Donc si globalement les climatologues pensent que la couverture nuageuse augmentera avec le réchauffement, il est difficile de conclure sur l'impact de la couverture nuageuse. Ce sera soit une rétroaction positive ou négative selon la majeure partie des nuages formés. Température et solubilité du dioxyde de carbone. On va commencer par l'importance de la pompe physique océanique. Bon, vous allez me dire de quoi elle nous cause. Mais des trucs faciles, vous avez déjà vu tout ça. Alors, notre problème, c'est les eaux océaniques vont-elles limiter la hausse de température? Eh bien, oui et non, faut réfléchir. Bon, on le sait, 75% de la surface terrestre est représentée par de l'océan.
Ce dernier joue un rôle prépondérant dans le cycle du carbone, vous l'avez vu en seconde, soit il se comporte comme un puits de CO2, c'est-à-dire le CO2 tombe dedans comme dans un puits, vous tombez, mais non, en fait il tombe pas, il est aspiré de l'atmosphère vers l'eau, il va être dissous dans l'eau, et soit l'eau va relâcher ce CO2 sous forme gazeuse. Alors, grande hétérogénéité à la surface de la planète. Dans la zone équatoriale, c'est une zone plutôt émettrice de carbone. Et dans les régions de moyenne latitude, ce sont des puits de carbone. Donc au contraire, le CO2 va rentrer dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet de la température sur l'influence directe de la solubilisation du CO2. Plus l'eau est froide, plus le CO2 est soluble. Et inversement. Donc à l'équateur, il fait très chaud, le CO2 est peu soluble, paf, phase gazeuse, il va dans l'atmosphère. Dans les latitudes moyennes au niveau des tropiques, l'eau est froide, le CO2 se dissout facilement. À ce moment-là, il est utilisé par le plancton pour fabriquer son test calcaire. Et puis, vous allez me dire, oui, mais alors comment est-ce qu'on fait pour faire ressortir le CO2 à l'état gazeux? Tout simplement parce que les tests calcaires vont descendre au fond, sédimenter. Puis on a des grands courants marins qu'on appelle les upwelling qui vont remonter tout ça. Ce sont des courants chauds. Et donc forcément le CO2 va repartir à l'état atmosphérique. Donc à retenir, réchauffement planétaire donne réchauffement des eaux de surface, donne diminution de la solubilité du CO2, donne dégazage en CO2 par l'océan, donne augmentation de CO2 dans l'atmosphère, donne augmentation de l'effet de serre, donne réchauffement planétaire, effet boule de neige, rétroaction positive. Maintenant l'importance de la pompe biologique océanique, dont je viens de parler un petit peu. Problème, le plancton océanique va-t-il limiter la hausse de température à lui tout seul? Ce serait merveilleux. Donc la végétation, elle n'est pas uniquement cantonnée au continent. Il existe une formidable flore marine représentée par le phytoplancton. Je vous rappelle que plancton, ça veut dire micro-organisme qui vit à la surface sous l'eau. Phyto parce qu'il est végétal. Il y a le zooplancton, mais zooplancton ne nous intéresse pas, il ne va pas fixer le carbonate de calcium. Donc celui-ci, en se développant dans les eaux superficielles des océans, prélève du CO2 pour la réalisation de la photosynthèse. On parle de la pompe biologique océanique en CO2. Les régions océaniques tropicales, elles représentent des déserts océaniques, non pas par manque d'eau, mais par carence en sels nutritifs. Et ça manque de nitrate et de phosphate, donc globalement, le phytoplancton, on va le trouver au niveau des eaux plus fraîches, en bordure des continents. Je vous renvoie à vos cours de seconde. Donc les pompes biologiques et physiques du dioxyde de carbone, on retombe sur le même schéma. Donc vous avez le circuit physique du CO2 avec dissolution, passage à l'état gazeux, d'accord? Et puis vous avez la pompe biologique par la photosynthèse, le phytoplancton et la fabrication des tests. Donc globalement, réchauffement climatique donne réchauffement des eaux de surface, donne eau chaude qui stagne en surface, donne limitation de la remontée des eaux profondes riches en sels nutritifs, et donne carence en sels minéraux des eaux de surface, qui du coup, ça limite le développement du phytoplancton, donc diminution de la pompe biologique en CO2 et la photosynthèse, donc augmentation du CO2 atmosphérique, donc augmentation de l'effet de serre, donc augmentation du réchauffement climatique, effet boule de neige, rétraction positive. Je vous avais dit, des dominos qui se cassent la gueule les uns après les autres. Conclusion. Ce schéma montre la boucle de rétroaction positive constituée par l'extension des calottes polaires, l'albédo des glaces et les températures. C'est Météo France qui l'a construit. Donc on part des paramètres orbitaux. Exemple, faible obliquité. Ça provoque une diminution de l'insolation des hautes latitudes, qui provoque une augmentation de l'extension des calottes polaires, qui provoque une augmentation de l'albédo des glaces, qui provoque une baisse de température. Ici, on a une boucle de rétroaction positive, parce que si on a une baisse des températures, ça va permettre encore l'augmentation de l'extension des calottes polaires. Ok? Donc des boucles de rétroaction, vous en avez plein dans les sciences du climat. La rétroaction positive de la vapeur d'eau. Si la température atmosphérique augmente, le taux de vapeur d'eau augmente également. Et comme la vapeur d'eau est un principal gaz à effet de serre, l'effet de serre augmente, donc la température continue d'augmenter. Rétroaction positive, puisqu'elle amplifie le mécanisme de réchauffement. N'oubliez pas, ne confondez pas rétroaction positive avec augmentation de température et rétroaction négative avec diminution de température. Ce n'est pas ça. Une rétroaction positive, c'est une rétroaction qui accentue le phénomène en cours. Donc si c'est un phénomène de refroidissement, la rétroaction positive va augmenter le refroidissement. Si c'est une rétroaction négative, la rétroaction va freiner le système de refroidissement.
Rétroaction positive de la couverture nuageuse. Donc si le climat se refroidit, la couverture neigeuse hivernale persistera plus longtemps. La neige a un albédo très élevé, c'est-à-dire qu'elle réfléchit l'énergie solaire et inhibe donc le réchauffement du sol. C'est une rétroaction positive car elle amplifie le phénomène de refroidissement initial. La rétroaction négative des nuages bas, si la température atmosphérique augmente, la formation de nuages est favorisée, mais les nuages bas réfléchissent beaucoup le rayonnement solaire, ils possèdent un très fort albédo. En se formant, ils limitent donc le réchauffement local, ce qui entraîne une diminution de la température. C'est donc une rétroaction négative puisque le phénomène initial du réchauffement de l'atmosphère est atténué. Et enfin, la rétroaction positive de l'albédo. Plus il y a de glace, plus l'albédo des pôles est important, plus l'énergie est réfléchie vers l'atmosphère et donc plus les calottes s'étendent. Maintenant, les modifications anthropiques de l'atmosphère et du climat. Alors, si on regarde les concentrations atmosphériques des principaux gaz à effet de serre de longue durée depuis 2000 ans, leur augmentation depuis l'ère industrielle, elle est d'origine humaine. Ça, c'est indéniable. On le voit très bien. Depuis l'ère industrielle, la quantité augmente fortement. Alors, ils viennent d'où? Ces gaz à effet de serre, centrales énergétiques, processus industriels, transport, bref, toutes les activités économiques humaines. Et principalement, on a les proportions dessous des différents gaz pour les différentes activités. Donc par exemple dioxyde de carbone, 29,5% en rouge, ça provient donc des centrales énergétiques, etc. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre anthropiques. Vous voyez que depuis 1970, elles ne font qu'augmenter et on a la proportion de CO2 de combustibles fossiles globalement qui reste toujours la même. Enfin quoi qu'elle a tendance à augmenter un petit peu. Donc, en quoi sont intéressants ces gaz à effet de serre? On peut calculer le potentiel de réchauffement global, le PGR, d'un gaz à effet de serre. C'est un indice qui permet de comparer l'effet radiatif de ce gaz avec celui du CO2 sur une certaine durée. Donc, le PRG du méthane, par exemple, à l'horizon 100 ans, c'est l'effet radiatif cumulé sur 100 ans d'une certaine masse de méthane divisé par l'effet radiatif cumulé sur 100 ans de la même masse de dioxyde de carbone. C'est le dioxyde de carbone qui sert de référence. Donc le PRG, il dépend de l'effet radiatif instantané du gaz et de sa durée de vie dans l'atmosphère. Si vous avez un gaz qui a un effet radiatif important mais qui dure qu'un an, et puis un autre qui a le même effet radiatif mais qui dure 100 ans, ça n'aura pas le même effet dans la durée. D'accord? Donc on peut travailler sur ce PRG. Donc comme tous les GES n'ont pas le même pouvoir de réchauffement global, on va pouvoir faire des études. Donc par définition, l'effet de serre attribué au CO2, il est fixé à 1, c'est la référence. Et celui des autres substances relativement au CO2. Je vous rappelle qu'on a introduit ces autres substances, donc on les compare au CO2. Donc ainsi, 1 kg de méthane, il a un pouvoir de réchauffement de l'atmosphère équivalent sur 100 ans à 25 kg de CO2. Voilà ce que ça veut dire. Donc vous avez ici sous forme de diagramme le pouvoir de réchauffement global pour quelques gaz à effet de serre concernant les secteurs agricoles, agroalimentaires et forestiers. Et on voit bien que le CH4 c'est pas énorme, par contre NO2 et HFC, donc les chlorofluorocarbones, et bien dis donc, ça a un fort pouvoir. Donc le pouvoir de réchauffement global de chacun de ces gaz à effet de serre, et en connaissant bien sûr leur contrastation dans l'atmosphère, grâce à ça on peut déterminer exactement la part de chacun d'entre eux dans l'effet de serre d'origine humaine et donc dans le réchauffement climatique. Et donc pour cela on va parler de forçage radiatif entre 1750 et aujourd'hui. Alors pourquoi on utilise le terme de radiatif? Tout simplement parce que ces facteurs modifient l'équilibre entre le rayonnement solaire radiatif, le rayonnement solaire entrant et les émissions de rayonnement infrarouge sortant. Donc on travaille sur des rayons, donc forçage radiatif. Cet équilibre radiatif contrôle la température à la surface de la planète, on le sait. Le terme de forçage est utilisé pour indiquer que l'équilibre radiatif de la Terre est en train d'être déstabilisé par nous. On le force à se déstabiliser, sinon il est en équilibre. D'accord? Donc le forçage radiatif est généralement quantifié comme le taux de transfert d'énergie par unité surfacique du globe mesuré dans les hautes couches de l'atmosphère. Il est exprimé en watts par mètre carré. On ne va pas vous demander de le calculer, je vous rassure. Donc un forçage radiatif causé par un ou plusieurs facteurs est dit
positif lorsqu'il entraîne un accroissement de l'énergie du système et donc réchauffement. Un forçage radiatif est dit négatif lorsque l'énergie va en diminuant, ce qui entraîne le refroidissement du système. Donc globalement, le forçage radiatif représente la différence entre la chaleur renvoyée par le sol par l'effet de serre aujourd'hui et celle qui était renvoyée en 1750, c'est-à-dire à l'époque où il n'y avait pas d'effet de serre anthropique, juste un effet de serre naturel. Et on peut donc représenter ça sous forme de graphique. Et vous voyez tout de suite qu'on a énormément de forçage positif par le CO2, le CH4, d'accord, les holocarbures, et les quotras. Je me suis demandé ce que c'était que les quotras, là, tout en bas, quotras linéaires. En fait, les quotras, ce sont les traînées laissées par les avions dans le ciel. Donc, le forçage radiatif est dû aussi au rayonnement solaire. Donc, globalement, tout en bas, vous avez le total net attribuable aux activités humaines. Hein? Donc, globalement, on est dans un forçage positif à cause de l'homme. Donc ces activités humaines sont à l'origine de changements significatifs dans les gaz de longue durée de vie, l'ozone, vapeur d'eau, albédo de surface, les aérosols et les quotras. Le seul facteur naturel d'un accroissement sensible du forçage entre 1750 et 2005, ça a été le rayonnement solaire. Donc vous avez un fin petit trait noir, ça correspond au degré d'incertitude sur le graphique. Donc, si maintenant on s'intéresse à différentes régions du globe, on fait la comparaison des variations constatées à l'échelle mondiale et continentale dans la température à la surface de la Terre à l'aide des résultats simulés par les modèles climatiques basés sur les forçages naturels et anthropiques. Donc la moyenne décennale des observations, c'est la ligne brisée noire. D'accord ? Les bandes bleues, elles correspondent aux forçages naturels provenant du Soleil et de l'activité volcanique. Les bandes rouges proviennent des forçages naturels et anthropiques. Donc, globalement, vous voyez que sur chaque continent, notre ligne moyenne de forçage, elle suit le forçage créé par l'homme depuis les années 1950. Ça augmente fortement pour tout le monde. D'accord ? Donc on a un forçage naturel, mais on a rajouté à ça le forçage anthropique. Et on voit nettement son influence, par exemple, dans les pays qui sont fortement développés. Regardez l'Asie, je ne vous fais pas un dessin. Regardez l'Europe. La ligne noire, elle file vers le haut. Et sa zone rouge qui va avec. Donc le climat de demain. Il faut modéliser ce climat pour essayer de savoir ce qui va nous arriver pour prévoir nos développements technologiques. Donc on a un groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat qui a travaillé sur des évolutions possibles. Alors le GIEC, il préfère l'utilisation de projections climatiques à celui de prévisions. Une projection, elle repose sur des hypothèses qui ne vont pas forcément se réaliser, comme c'est le cas pour l'évolution des conditions socio-économiques, techniques, qui ont servi à l'élaboration des scénarios d'émissions, alors qu'une prévision, elle va se baser sur des mesures réelles. Donc de ce fait, il y a une plus forte incertitude dans une projection. Et vous avez, comme le montre le schéma ci-contre, des scénarios d'émissions qui sont utilisés pour établir des projections climatiques qui peuvent elles-mêmes être employées pour évaluer les incidences. Donc l'utilisation des modèles successifs, elle accroît bien sûr l'incertitude. Donc le GIEC travaille sur des hypothèses démographiques, les hypothèses des progrès technologiques, les hypothèses socio-économiques. Il va faire des modèles intégrant ces interactions, il va émettre des scénarios d'émissions. À ce moment-là, on va utiliser des modèles aboutissant à des projections concernant la composition atmosphérique et le forçage radiatif qui vont nous permettre d'utiliser des modèles climatiques, faire des projections climatiques, faire des modèles d'impact et les incidences possibles. Vous voyez, c'est que des si, hein, mais c'est comme ça. Donc ici, vous avez les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre pour la période 2000-2100 en l'absence de politique climatique additionnelle, c'est-à-dire qu'on ne change pas la politique actuelle concernant le climat, c'est-à-dire ce qu'on a défini concernant les règles de polluants, etc., pour maintenir notre climat. Donc, vous avez une première série de scénarios regroupés sous l'appellation scénario A1. Alors, ces scénarios reposent sur l'hypothèse d'une croissance économique rapide de l'économie mondiale associée à une croissance de la population mondiale jusqu'au milieu du XXIe siècle, suivie d'une légère baisse de celle-ci,
et de l'introduction rapide de nouvelles technologies énergétiques efficaces. Les économies régionales se développent fortement et la prospérité est répartie équitablement. On va avoir 3 groupes. Donc dans ce contexte-là, soit en A1 et fin, bleu ciel, le monde continue principalement de fonctionner avec les combustibles fossiles. Donc vous voyez sur le premier graphique que le taux de gaz à effet de serre va continuer d'augmenter. Le scénario A1T, cette fois on utilise des combustibles non fossiles et vous voyez que le taux de GES va fortement diminuer. Et en A1B, on fait un petit mélange des deux. On est moite-moite. Le scénario A2 décrit un monde qui reste divisé. Dans l'ensemble, il n'y a pas de redistribution des ressources naturelles disponibles, on a des connaissances technologiques et du bien-être entre les régions riches et pauvres. Bref, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. Le scénario A2, vous voyez que c'est le pire. Émissions de gaz à effet de serre, donc c'est le rouge, très important. Et donc du coup, le réchauffement mondial en surface, deuxième graphique, c'est le plus important. Le scénario B1, il va suivre le scénario A1, mais le monde va se tourner très rapidement vers une économie axée sur les services avec une introduction rapide de technologies propres et durables. Donc on reste dans le scénario A1, mais on accélère les choses et on introduit des technologies propres. Vous voyez que très vite, le taux de gaz à effet de serre diminue et qu'au niveau réchauffement mondial de surface, on a un réchauffement qui est limité. Sur le graphique réchauffement mondial de surface, la courbe rose vous montre l'évolution du réchauffement en conservant des concentrations constantes au niveau 2000, des années 2000. Vous pensez bien que c'est inconcevable. C'est pas possible parce que la population augmente, l'activité économique augmente. Donc cette courbe rose, elle est irréaliste. Donc par contre, la courbe bleue, c'est celle qui s'en rapproche le plus. Donc c'est plus l'idéal. Le scénario B2, en orange, parle d'un monde axé sur la préservation de l'environnement et de l'égalité sociale, ça a l'air bien, mais qui part de solutions régionales en matière de durabilité économique, sociale et écologique, c'est-à-dire chacun dans son petit coin, pas de manière globale. Et vous voyez que le B2, il n'est pas trop mal, mais c'est pas l'idéal non plus. Donc globalement, il faudrait suivre le scénario B1. Si on se focalise davantage sur la France, on peut constater l'augmentation de température moyenne sur notre pays depuis un siècle et plus particulièrement depuis les 30 dernières années. Donc les climatologues français, ils ont cherché à déterminer si des vagues de chaleur comme celle d'août 2003 ou de juin 2015 pourraient se multiplier d'ici la fin du XXIe siècle. Ils ont choisi pour cette simulation climatique 3 scénarios. Oui, un scénario, des scénarii, c'est du latin. Dont un scénario d'émission de gaz à effet de serre plutôt pessimiste, le scénario A2 du GIEC, avec pas de ralentissement des émissions. Voilà ce que ça donne. Donc première carte en haut à gauche, décennie 1990-1999, vous avez le nombre de jours par an avec température maximale supérieure à 35 degrés en France. On est dans les couleurs blanche et orange, on n'a pas dépassé 10 jours de température supérieure à 35 degrés en France. Vous prenez 2090-2099, donc on est dans le scénario B1, on ne va pas dépasser les 20 à 30 jours de canicule par an. Par contre, si on prend le scénario A1B, en 2090-2099, vous voyez qu'on tombe dans les 50 jours de canicule à certains endroits de la France. Globalement, on tombe dans les 40-50. Et vous voyez que si on fait le scénario A2, là c'est quasiment toute la France qui va subir 50 jours de canicule par an. Donc les simulations prévoient une augmentation très nette du nombre de canicules estivales en France, les journées donc de très forte chaleur, qui devraient devenir beaucoup plus fréquentes à la fin du XXIe siècle. Ok ? C'est pas joli joli. Donc on en revient au B1. Voilà, cette vidéo est terminée, elle est assez longue, c'est pour ça que je l'ai coupée en plusieurs morceaux. Il n'y a pas vraiment de schéma bilan à construire. Je me torture l'esprit pour essayer d'en faire un, c'est même pas la peine, j'y arrive pas. Il n'y en a pas non plus dans les bouquins. Vous avez plein d'informations, donc je rappelle que j'ai volontairement développé certains points pour que vous ayez toutes les informations pour comprendre. Mais jamais on vous demandera de réciter ça par cœur dans vos copies. Ok ? À plus!